Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Notre invité, mesdames et messieurs, notre deuxième invité, évidemment, vous l'avez constaté avec ce titre qui fait polémique, Tourné Kabakou, avec Oudi Premier, un artiste de la scène musicale guinéenne, réclame plus de 2 milliards de francs guinéens à la compagnie de téléphonie mobile MTN Guinée. Et celle-ci donc a été condamnée par la justice à verser ce montant à l'artiste à titre de réparation des dommages contre lui, suite donc à une utilisation non convenue d'une de ses chansons, les chansons d'ailleurs que vous écoutez en sourdine évidemment à l'instant T. Oudi Premier, bonjour et bienvenue sur les grandes gueules. Bonjour à tous les auditeurs des GG. Voilà. À la base, le Kabato ne tourne pas trop bien avec MTN. Oui, ça tourne pas bien parce que vous savez, nous sommes des artistes, on se bat matin, midi, soir pour s'en sortir. Alors que des sociétés comme ça se servent de nos œuvres sans aucun contrat, sans aucune autorisation, je pense qu'il faut que ça s'arrête. Les grandes gueules. Il y en a marre d'être exploité tous les jours alors que quand on se bat pour réunir les deux bouts, vous n'êtes pas sans savoir la situation des artistes guinéens, vu des sur le niveau du continent. Il n'y a pas comparaison avec les autres artistes parce que tout simplement nos droits sont bafoués et que peut-être certains ne connaissent pas leurs droits. Donc là, pour la petite histoire, moi j'ai sorti un son qui est Tourné Kabato et je suis allé voir NTM avant parce que quand je sors un son, je vois les sociétés de téléphonie avec qui j'établis un contrat où je les donne l'autorisation de mettre mon son en téléchargement, mais en contrepartie, ils me payent chaque trimestre. Donc je suis allé voir NTM, ils n'ont pas pris le son. Par contre, il y a une autre société de la place qui est Cellcom avec qui j'étais sur le point de signer le contrat justement sur d'exploitation sur le son Tourné Kabato. Mais j'appelle un de mes petits qui est Zidane et je vois que le son Tourné Kabato sont en bas. Et c'est là que je lui demande mais comment tu as fait pour mettre le son? Il dit mais non, c'est NTM. Je dis non, c'est pas possible. Donc aussitôt j'ai saisi mon avocat. Et aussi on a saisi un huissier de justice qui a constaté avec nous les faits. Et après je suis allé les voir en premier temps dans le cadre de régler à l'amiable. Donc je suis allé voir la direction d'NTM. J'ai dit vous avez un souci avec moi. J'ai constaté que vous avez mis mon son Tourné Kabato en téléchargement, qui est d'ailleurs encore en téléchargement, sans aucun contrat avec moi, sans aucune autorisation de ma part. Ils ont dit oui, c'est une erreur, d'ailleurs on va arrêter. J'ai dit non, ça sert à rien. Déjà je sais que vous utilisez le son, donc il n'y a pas question d'arrêter. Je demande à ce que je sois rétabli dans mes droits. Donc vous avez utilisé un son alors que vous avez un service juridique qui est spécialisé dans ce domaine. Donc vous savez très bien ce que vous faites. Donc là, il n'y a pas question de on va arrêter. C'est question que vous allez me payer, mais dommages et intérêts. Justement. Donc on a échangé, ils m'ont proposé un contrat. Je dis non, tout ça c'est bon, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Moi je suis venu régler le cas Tourné Kabato. Si vous voulez un autre contrat, on parlera de ça après avec mon staff managérial. Donc du coup on est allé en justice. Moi j'ai pas fait de bruit, j'ai pas parlé de ça sur les réseaux sociaux. La justice a tranché, le tribunal de Kaloum a condamné la société NTM à me payer une certaine somme à l'amiable parce qu'ils avaient voulu régler le problème à l'amiable. Donc, combien ils ont dit, point de départ, moi mon avocat a demandé 4 milliards de dommages et intérêts. Donc la justice leur a dit de payer 350 millions, en plus je crois 100 millions de dommages et intérêts. Donc d'ailleurs ce que mon avocat n'avait pas accepté. Mais bon, comme si c'était dans le cadre de réglage de règlement à l'amiable. Donc du coup, NTM les avocats de NTM ont fait appel à la décision du tribunal. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu nous faire croire que c'est maintenant, comme ils savent qu'ils sont coincés, que c'est le BGDA qui les a vendus. Mon avocat dit non, mon client d'abord il a enregistré à la SACEM et ensuite je ne pense pas qu'il ait un contrat avec le BGDA permettant de vous vendre un de ses sons sans son autorisation. Donc du coup, moi je dis trop c'est trop. C'est bien beau que aujourd'hui je suis considéré comme un artiste international. C'est vrai que c'est pas bien de venir sur la toile crier, mais je pense qu'à un moment donné il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on apprenne à se respecter, il faut qu'on respecte les artistes guinéens. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de briser le silence et de tout dénoncer sur ma page Facebook. Et voilà ce que ça a donné depuis 2 jours, c'est l'actualité. Depuis il n'y a pas de retour du côté de MTN. Bon si, parce que hier mon avocat a été contacté par NTM, mais je pense que c'est ce qu'ils font tout le temps. Quand ils voient qu'on s'active, ils essaient de gagner en temps. Donc moi, ça fait 1 an et quelques que ça dure. Est-ce que vous soupçonnez aujourd'hui, vous avez l'impression que MTN est dans la logique de ne pas donc se plier à la décision de la justice, donc à ne pas payer les 2 milliards que vous demandez? Oui, aujourd'hui, parce que c'est quand même, ça fait un moment que ça dure, et ils disent quelque chose aujourd'hui, demain ils disent autre chose.
Donc je pense qu'à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de... Entre le temps que vous avez mis à présenter ou à proposer ce même son à MTM qu'il a refusé, et l'appel que vous avez lancé à votre ami pour découvrir finalement qu'ils ont mis en téléchargement, donc en ligne, en exploitation cette musique, ça faisait combien de temps? Bon, espace d'un ou 2 mois. Parce que je vous explique, quand moi j'ai sorti le son Tourné Kabato, puisque j'avais déjà des relations avec NTM, je leur ai dit tout de suite, là je viens de faire un hit. Donc je commence la promo. Est-ce que vous faisiez la publicité pour MTN? Oui, j'avais un contrat de 2 ans avec NTM qui ne s'est pas très bien passé, par exemple. Oui, je le dis parce que j'étais ambassadeur de NTM, mais pour les 10 ans de NTM, ils ont préféré payer une somme colossale à un autre artiste étranger, pour qui d'ailleurs j'ai aucun problème. Alors que j'étais en contrat avec eux. Je pense que mon frère Soulbanks aussi peut le témoigner. Depuis qu'il est signé chez eux jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas s'ils ont, même son concert, s'ils ont sponsorisé, je ne sais pas. Mais moi, NTM, j'ai fait un son pour eux qui a très bien marché d'ailleurs. Et donc, ils m'avaient proposé de re-signer avec moi, mais j'ai posé mes conditions parce que pour une fois, j'ai peut-être été un peu léger, mais si je vois que j'apporte des milliards à une société de téléphonie qu'on veut me re-signer, il faut que je bénéficie aussi. Donc, mon avocat, mon manager a demandé une somme colossale qu'ils n'étaient pas à mesure de payer, donc on n'a pas continué la collaboration. Nous, entre-temps, on a eu des propositions de Celcom. Donc, on était sur le point de signer. Comme moi, entre-temps, quand je viens, je fais 2 semaines et j'ai des concerts à l'étranger. Donc, je suis parti, c'est à mon retour. C'était le lendemain, si ma mémoire est fraîche, que je devais signer avec Celcom. Et c'est là qu'on a constaté que le son est déjà utilisé par une autre compagnie. Finalement, Celcom n'a pas voulu signer avec vous parce que le son était déjà utilisé par leur concurrent. Par NTM. Donc, à ce jour, j'ai des sons qui sont en téléchargement chez Celcom, avec qui j'ai un contrat, en bonne et due forme, qui s'appelle le Tam Tam, qui me paye chaque 3 mois, mais qui ont un contrat avec moi. Mais pas avec Tourné Kabato, parce qu'ils ne pouvaient plus l'utiliser, puisque déjà, NTM. Et même quand on a porté plainte, ils ont continué encore à exploiter le son. Incroyable. Voilà. Allez-y, Mafoudia. Alors, à vous écouter, on va garder espoir que MTN, bon, c'est tout à fait normal, il devrait le faire. Mais quand on prend la situation globalement, il n'y a pas que vous, il y a notamment Azaya qui était sorti aussi à un moment, qui avait les mêmes problèmes. Globalement, il y a cette histoire avec Orange. Ça, c'est avec Orange. Oui, justement, globalement, il y a cette situation de protection de vos œuvres avec les sociétés de téléphonie et bien de structures. Dites-nous à quel niveau ça coince, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vous qui avez la chance parce que vous avez un certain niveau, mais pour celles ou ceux qui n'ont pas un certain niveau, ne savent même pas qu'ils ont des droits et autres, dites-nous où est-ce que ça coince, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que vous venez de dire, la grande Mafoudia, c'est qu'ils savent déjà qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne connaissent pas leurs droits. Ils le savent très bien. Parce qu'ils ne le font pas dans d'autres pays, parce qu'ils savent ce qu'ils vont payer. Ils le font en Guinée, le temps que les gens se rendent compte, parce que ce n'est pas leur premier essai. Moi, ils l'ont fait avec Chumakaya quand j'étais de l'autre côté. Ils l'ont fait même avec un de mes sons, encore que je détiens la vidéo, un son que je n'avais pas sorti, D'où tu sors. Ils ont fait une vidéo qui passait à la RTG que j'ai vue à partir de chez moi en France. Et dès que j'ai appelé, ils ont dit non, c'est une erreur, on va retirer. Comme j'étais en contrat avec eux, j'ai voulu être souple, mais je leur ai dit, vous n'avez pas le droit de sortir une œuvre. Jusqu'où vous comptez vous battre? Non, je me battrai pour aller dans ce bras de fer. Je ne me bats pas pour ma personne. Je me bats pour rétablir les artistes guinéens dans leurs droits. Donc ceci dit, moi je compte pas baisser les bras. Je vais aller jusqu'au bout pour faire respecter les artistes guinéens. Allez-y. L'information qui dit que vous projetez de faire un sitting devant MTM, est-ce que c'est avéré? Oui. Et comment vous allez le faire? Moi c'est très simple. Est-ce que ce serait un sitting dansant ou non, quoi? Nous on n'a on n'est pas là pour la violence. Moi j'ai des fans à travers la Guinée. Je demanderai à tous mes fans dans toute l'étendue du territoire à siéger. On va venir faire le concert, le Tourné Kabato qu'ils ont volé. On va danser ça devant leur siège. Pendant combien de temps? Durée indéterminée. Tous les jours, ils auront droit à un concert devant. Merci beaucoup. Jusqu'à ce qu'ils nous règlent. Merci beaucoup d'être passé chez les Grandes Gueules. Merci à vous, merci. Espace TV, les Grandes Gueules, le top des GG. Monsieur Fodé Mohamed Souma, président de GECI, vous le voyez à l'écran, vous le découvrez, il est avec nous, on va en débattre avec lui dans un instant. Bien, on va continuer avec notre invité que nous recevons à présent dans ce studio. Bonjour Monsieur Souma. Bonjour à vous. Bonne arrivée. Bonjour à toute l'équipe. Bien, allez-y Tamba. Bienvenue encore une fois dans les Grandes Gueules. L'actualité politique, elle se meurt. On a vu
la CENI, la nouvelle installation de la CENI, qui est d'ailleurs en train de réfléchir à un éventuel calendrier. On a vu également du côté de l'Assemblée nationale ces députés qui ont vu leur mandat se proroger. Ils ont d'ailleurs accepté, en tout cas pour l'essentiel, de continuer à siéger. Pas mal de polémiques, y compris et donc celle de Matoto, où nous apprenons comme tout le monde que l'État guinéen serait en route pour venir installer son maire. Comment, globalement, pour commencer, réagissez-vous à cette actualité politique-là? Je dirais que pendant ce temps, on ne met pas le curseur sur l'existant. C'est-à-dire, pendant ce temps, on ne parle pas de la vie quotidienne des Guinéens, on ne parle pas des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, on fait des projections, on met les projecteurs sur les échéances qui n'ont pas encore droit de citer. Je crois que tout ça c'est fait pour amuser la galerie, détourner les esprits, alors qu'aujourd'hui la paupérisation est grandissante, l'insalubrité, c'est-à-dire il y a tellement de problèmes qu'on préfère les déplacer pour amuser la galerie. Maintenant, par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à la CENI, sincèrement, j'ai écrit, je me suis insurgé contre l'attitude du président lorsqu'il a écarté Kélé Fassal. De cette façon, je crois que tout le monde a compris que l'exécutif n'avait pas à s'y inviter. Cette CENI, depuis le début, j'ai dit qu'elle n'est pas politique, puisque dans la mesure où elle comporte la société civile qui devrait être un contre-pouvoir face aux institutions, face à l'opposition, face au pouvoir, l'administration du territoire. Donc pour vous, c'est une bonne CENI. Pour moi, c'est une CENI hybride, dans la mesure, où la société civile n'y a pas sa place. N'y a pas sa place, encore moins l'administration du territoire. L'administration du territoire, c'est l'administration du territoire qui organise les élections. Donc, du moment qu'elle est partie prenante, donc déjà l'opposition devient minoritaire parce qu'elle tanguera toujours du côté de la majorité, de la mouvance. Donc, si vous voulez, c'est une... Qu'auriez-vous souhaité, vous, une forme de CENI? Parce que si vous lisez tous les rapports de nos partenaires techniques et financiers, on vous dirait il faut une CENI qui tende vers plus de qualifications techniques et administrative. C'est ce qu'on a pu lire sur le dernier rapport de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Mais vous, alors, quelle CENI aurait été meilleure dans le contexte guinéen? Une CENI bipartite, mouvance et opposition, ou est-ce une CENI plus technique, plus administrative? Moi, je refuse même l'idée des CENI, des Sénats, des observateurs. Je crois qu'il faut qu'on mûrisse, qu'on grandisse et que l'Afrique aille vers vraiment la prise en main de sa destinée. Je trouve que c'est honteux, lamentable qu'on continue encore à avoir des Sénats, des CENI. On a même comme en Côte d'Ivoire, des étrangers qui viennent dire si l'élection est bonne ou pas. On a la certification. On a eu en Guinée un étranger qui est venu organiser. Je trouve qu'il faudrait qu'on aille vers la consolidation des acquis démocratiques, faire en sorte que les institutions fonctionnent. L'administration du territoire est capable d'organiser les élections. Les CENI, c'est le résultat d'une anomalie, d'un dysfonctionnement. On est bien d'accord. Oui. Mais est-ce que les conditions sont réunies pour aller vers des élections organisées par l'État, par l'administration du territoire? Est-ce que vous pensez qu'on est en état de le faire actuellement, nous Guinéens? C'est l'absence de confiance. Mais si demain, parce que les élections coûtent cher, la meilleure façon d'éviter les glissements, d'éviter des reports, c'est être capable d'organiser nos élections nous-mêmes. Et je pense que si demain, le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire l'administration, pour organiser les élections, il y a des commissions tripartites, il y a l'opposition, la mouvance et il y a l'État qui vont travailler en symbiose. Je crois que si on y arrive, il n'y aura plus de glissement, il n'y aura plus de retard. Parce que dans les autres pays, ils arrivent même à organiser 3-4 élections le même jour. Ouais. De toute façon, nos textes de loi sont clairs là-dessus. Le calendrier électoral est là, il suffit juste de respecter quand on connaît de délai, et même avec ces CENI ou pas sans CENI. Maintenant, ce qu'on observe, c'est que malgré qu'on se dise que ces CENI, c'est la solution, avec ces CENI, il y a encore plus de problèmes. Pour preuve, les dernières communales, quelle est votre lecture de la manière dont les choses sont passées? Ça fait quand même une année maintenant, on n'arrive même pas à installer l'ensemble des conseillers. Comment est-ce que vous observez tout ce remue-ménage? D'après vous, qu'est-ce qui ne marche pas finalement? D'après moi, il y a la main invisible de l'exécutif.
nous avons un président de la République qui a affaibli toutes les institutions et qui aujourd'hui, qui contrôle tout. Il a tellement tout contrôlé. Il a tellement tout contrôlé qu'il est seul maître à bord. Aujourd'hui, le président Alpha Condé est le seul Guinéen élu en exercice légitime sur une population de plus de 10 millions d'habitants. À force de jouer avec le feu, il s'est retrouvé à se brûler les doigts. Aujourd'hui, on n'a aucun élu dans ce pays si ce n'est pas le président de la République. Même dans une république bananière, nous avons de nouveaux élus. Non, le seul problème, comme l'a dit Maf, c'est qu'ils ne sont pas installés. Tant qu'ils ne sont pas installés, ils ne sont pas en exercice, donc du coup, on ne peut pas dire que ce sont des élus. Il y a des conseils, ce sont des élus, qui fonctionnent. Non, quand je dis des élus... Il y a certains conseils communaux qui fonctionnent déjà. Je vous dis, tant qu'on n'aura pas fini avec les 14 circonscriptions qui manquent, et surtout la bombe à retardement qui nous attend au moment de l'installation des chefs de quartier, qui risquerait même d'annuler cette élection... La bombe à retardement, pourquoi vous l'appelez comme ça? Quels sont les enjeux, quels sont les risques que vous entrevoyez déjà? En fait, les élections communales, c'est une élection de proximité, une élection citoyenne, qui devait être laissée entre les citoyens. Les politiques s'y sont invités, en l'occurrence l'UFDG et le RPG, ils se sont invités au festin, et on va nommer des gens qui auraient dû être élus. Donc déjà, ça va poser des problèmes. Où vous étiez à l'époque, lorsqu'on adoptait ce fameux code électoral amendé? On ne vous a pas entendu dénoncer. Regardez, suivez l'actualité de la génération citoyenne. J'ai été absent pendant un peu plus de 4 mois, mais je peux vous assurer que tout ce qui se passe aujourd'hui, nous l'avons dénoncé, le glissement, tout ce qui allait se passer. C'est-à-dire qu'on a suivi l'actualité. Et même à distance, j'ai rencontré les autres leaders pour essayer de faire avancer les choses. Vos marges de manœuvre semblent très réduites. Vous qui êtes en dehors du Parlement, à part donc la dénonciation, vous n'avez pas d'autres actions à entreprendre pour exiger un certain nombre de choses. Et comment est-ce que vous expliquez si vous voulez, l'absence qui est la vôtre, parce qu'il faut dire que vous avez été candidat à la présidentielle de 2010, vous avez tenté de vous faire élire aux législatives en 2013, ça n'a pas fonctionné. Comment est-ce que vous expliquez cette absence, ces reculs que vous avez pris finalement? Est-ce que la politique en Guinée est devenue très difficile pour vous et pour votre parti? Elle est difficile pour tout le monde, surtout ceux qui ont une vision pour la Guinée, ceux qui refusent de tomber dans le communautarisme, ceux qui refusent de se mentir, de mentir aux Guinéens, qui ont un projet. Nous avons un projet, nous avons un programme économique, un projet politique que nous vendons aux Guinéens. Le Guinéen ne rêve plus, on lui vend un rêve. Ce n'est pas facile, dans la mesure où tout le monde sait, avec l'exacerbation des problèmes ethniques, aujourd'hui la Guinée va mal. Le tissu social est en lambeaux. Il faut qu'on arrête de se mentir dans ce pays. Donc, du moment que tout va mal, il faudrait des personnes courageuses qui puissent prendre leurs responsabilités. C'est ce que nous essayons de faire. Et aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe avec ce calendrier électoral, avec les difficultés qui nous attendent, parce qu'en Guinée, on a l'art de déplacer les problèmes. On ne les règle pas. Je vous ai écouté la première partie, on se demande encore si on est dans un État. Le président Alpha Condé dit qu'il a hérité d'un pays, non d'un État. Mais tout s'apparente aujourd'hui à une chose. Grandes gueules. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de considération. La personne humaine, le respect, le droit d'aînesse, c'est-à-dire toutes les valeurs sont en train de foutre le camp, tout simplement parce qu'on fait trop de politique et on ne s'occupe pas de l'essentiel, c'est-à-dire les Guinéens et les Guinéennes. Toujours pour rester dans le lemme des propos de Maf, sur les élections communales, vous avez parlé de cette bombe à retardement. J'imagine que vous faites référence à Matoto. Matoto, où on n'arrive pas du tout donc, à sortir de l'imbroglio. Vous avez forcément suivi cette actualité. Quelle en est votre lecture? Et pour vous, est-ce que aujourd'hui, pour sortir de cette crise, il faut aller à cette reprise tel que souhaité par le ministère de l'administration du territoire? On sait que l'UFDG s'y refuse totalement. Pour ce qu'on a vu, je crois qu'il n'était même pas question de retarder cette installation. En tout cas, si c'est la GECI qui était dans la posture de l'UFDG aujourd'hui, on aurait occupé le terrain. Pourquoi? Tout simplement parce que les images qu'on a vues, les grandes gueules. Je ne sais pas s'il y a... Les images qu'on a vues montrent que Kalemodou a été élu. À partir de là, je crois qu'il n'y a plus à tergiverser ou à faire donc vous êtes d'accord que
avec le FDG qu'il ne faut pas aller à la reprise du vote, en tout cas pour ce qui concerne le vote le poste de maire. Moi, pour ce que j'ai vu, en tout cas si c'était la GC, on aurait fermé la porte à toute discussion, on aurait carrément occupé le poste. Bien. Fodé Mohamed Souma, président de GC Génération Citoyenne, notre invité en ce mercredi. Allez-y Moussa. Dans un passé récent, n'avez-vous pas fait le pas ou tenté de faire le pas vers la mouvance vers le président Alpha Condé? Tout dernièrement, en 2015, il a soutenu. Bien sûr. Il a soutenu. En 2015, en fait, nous l'avons soutenu de bonne foi. En fait, vous êtes déçu aujourd'hui? Plus que déçu, choqué, en colère. Mais pourquoi vous êtes... On a reçu Badeko hier, je vous pose cette question parce que vous n'êtes déçu qu'au lendemain de votre soutien à un président. Je ne comprends pas. Non, je crois qu'il faut déplacer le problème. Qu'est-ce qui s'est passé en 2015? La GC n'allait pas à l'élection en tant que candidat, comme en 2010. Et on a voulu participer à la campagne. On a voulu exister parce qu'en fait, comme on n'a pas été à l'Assemblée, donc la situation commençait à devenir difficile au niveau de la visibilité. On occupait le terrain, mais au niveau visibilité la représentativité. Globale, voilà. Donc, on l'a soutenu de bonne foi. Pourquoi? Sincèrement. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui avait motivé votre choix à l'époque? D'autant que vous étiez quand même de l'opposition. Du collectif de l'opposition à la base. Devenu opposition républicaine. Pourquoi? C'est nous qui avons créé. Pourquoi vous n'avez pas soutenu et la cellule? On va même compléter cette question. La question, elle est tellement pertinente parce que c'est encore au deuxième mandat là de M. Alpha Condé. Vous l'avez vu agir depuis 2010 jusqu'à 2015. Est-ce que son bilan de 2010 à 2015 plaidait suffisamment pour lui au point de vous convaincre de le soutenir lui et pas Cellou Dalein Diallo par Effectivement. exemple. Pas du tout. En fait, le président Alpha Condé a passé les 3 premières années de son premier mandat à faire de la politique. On était dans l'opposition républicaine, on l'a combattu parce qu'on sentait déjà qu'il y avait des dérives. Ensuite, nous avons quitté l'opposition républicaine après les législatives. Nous sommes restés dans l'opposition extra-parlementaire. Vers la fin de son mandat, on s'est rendu compte qu'il s'était réveillé. Il s'était rendu compte qu'il fallait qu'il pose des actes. Il fallait qu'il essaie, comme il l'avait dit. Il s'était réveillé comment ça s'est matérialisé par quoi, M. Souma? C'est trop facile quand même. Je vais vous dire, ça s'est matérialisé par une reprise de l'économie dans le pays. L'activité économique... Attendez. On peut bien en discuter. L'activité économique avait repris. L'activité économique avait repris. Je parle du secteur informel. C'est ça qui nous nourrit, nous, le système D. Il y avait l'électrification en continu. Il y avait moins d'insécurité. Je suis pas d'accord avec vous. Oui, attendez. On comprend bien que vous ne vivez pas en Guinée. Non, absolument. Vous vivez sur une autre planète. Sincèrement, la fin du premier mandat du président Alpha Condé, globalement. Plaider pour que nous puissions l'accompagner. Mais non. Nous l'avons accompagné de bonne foi. À mi-mandat, on s'est rendu compte qu'il préférait encore revenir à la politique en neutralisant ses adversaires à ses côtés, en faisant en sorte que le débat soit noyé, en décalant les échéances électorales. Donc, on s'est rendu compte qu'au lieu de poursuivre, au lieu de poursuivre le travail, il faut qu'on revienne sur ce que vous dites, monsieur Souma. Il faut plutôt dire que ce sont les premières années qui ont été meilleures. Parce que depuis 2013, avec l'avènement d'Ebola, tout s'est écroulé. Tout s'est écroulé. Et à partir de 2015, quand Ebola est fini, la reprise était à peine perceptible. Elle était timide. Elle était assez timide. Alors, moi, c'est pas à la fin. C'est pas à la fin de son premier mandat. On n'a pas la même lecture. Moi, je parle de chiffres là. Quand vous lisez, dernièrement, on travaillait sur une conférence que je préparais. Vous l'avez certainement suivi sur Espace TV. Vous lisez les indicateurs de 2010 à 2013, il y a eu de véritables progrès. On parvient au PPTE, tout ce que vous savez, il y a une reprise de l'économie. Mais ensuite, l'épidémie d'Ebola arrive, tout s'affaisse. Donc, on n'en sort qu'à 2015. Et 2015, vous savez, c'est l'année de l'élection présidentielle. Alors, je ne comprends pas que ce soit vers la fin de ce premier mandat que vous ayez acquis la conviction qu'il avait fait un bon travail. On n'a pas la même lecture. On n'a pas la même lecture. Je pense qu'il y a de non-dits. On n'a pas la même lecture dans cette histoire. On n'a pas la même lecture dans la mesure où le président Alpha Condé a démarré
dans une gouvernance orageuse. Le président Alpha Condé a commencé à gouverner avec les mêmes qu'il avait combattus. C'est là qu'on a compris. Vous ne pouvez pas, comme il l'a fait, faire du neuf avec du vieux. Vous combattez des gens, vous arrivez au pouvoir et vous commencez à gouverner avec les mêmes personnes. Donc pour moi, c'est le début. On n'a pas la même lecture, il s'est trompé. Il l'a fait depuis 2010. Ça, il l'a fait depuis 2010. Vous l'avez soutenu quand même jusqu'en 2015. La question, non, la bonne question. Non, vous l'avez soutenu à partir de 2015 pour qu'il soit réélu. 2015. La question que l'on peut donc bien se poser, c'est pourquoi? Quelles sont les vraies raisons? Vous n'avez juste pas la même lecture, sinon il a énuméré les raisons. Non, les raisons. Oui, mais quand même, il se peut qu'il y ait d'autres raisons. Est-ce que c'était parce que vous aviez espoir à l'époque que vous auriez participé quand même à la gestion du pays aux côtés d'Alpha Condé? Est-ce que vous aviez nourri l'ambition à l'époque d'au moins d'être appelé au moins autour de la grande table, de la grande mangeoire? Non, sincèrement, j'ai discuté avec mon frère Abbé. Vous n'avez pas cherché de poste? On a discuté. Écoutez, moi, si je voulais être Premier ministre, j'ai voulu être président dans ce pays. Si je voulais être Premier ministre, aujourd'hui, vous seriez face au Premier ministre. Comment vous auriez fait? Je combats le système. Mais comment vous auriez fait? On vous a proposé ce poste quand? Non, c'est le système qui a fait que j'ai reculé. Sinon, tout le monde sait. Comment vous auriez fait pour être Premier ministre? Sinon, tout le monde sait. C'est prétentieux, cela. Non, c'est par rapport à mon vécu, par rapport à mon implication dans la campagne, par rapport à ma proximité avec les chefs de l'État, par rapport à notre apport dans la campagne, on méritait d'obtenir quelque chose. Il y a pas le poste de Premier ministre. Monsieur Souma. Sachez lire entre les lignes pourquoi la GECI n'a rien obtenu. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Pourquoi vous n'avez rien obtenu? Tout simplement parce que nous ne voulions pas intégrer Non, dites-nous la vérité. Dites-nous la vérité. Alors, à quoi a servi votre implication aux côtés d'Alpha Condé? Sincèrement, c'est pour le bon jeu du président. Vous voyez, c'est-à-dire que je suis en train de vous dire la réalité des choses, mais on polémique parce que vous imaginez autre chose. On n'y croit pas. Je vous assure. On n'y croit pas. Sincèrement. Attendez, vous croyez que Fodé Mohamed Souma, si Fodé Mohamed Souma voulait un poste, il n'allait pas l'obtenir? Quel est le politique qui a fait le pied de grue du RPG, qui a vanté les mérites du président Alpha Condé, qui s'est retrouvé à porter du jeune, à faire de la démagogie, à être vous avez fait de la démagogie? Non. Qui est-ce qui a fait ça et qui n'a pas obtenu de poste? Donc, la chose la plus facile avec le président Alpha Condé, c'est d'obtenir un poste. Eh bien, nous, on refuse de tomber dans ce système. On ne peut pas accepter que le président... Vous n'avez rien demandé à Alpha Condé? Après des difficultés, il reconduit 80% de son équipe. Ça, c'est un indicateur de continuité. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous cachez? Parce que je le rappelais tout à l'heure, après les législatives, disons aux législatives de 2013, je crois que vous avez voulu vous faire accompagner par vos collègues de l'ancien collectif de l'opposition devenu l'opposition républicaine. Non, on s'était déjà mis d'accord. De toutes les façons, ce soutien, vous ne l'avez pas obtenu. Voilà. Vous aviez très mal perçu, en tout cas, ce qui a été la décision de Cellou Dalein Diallo et puis ses collègues. Est-ce que ce n'était pas, en quelque sorte, pour faire mal à Cellou et d'autres que vous avez accompagnés? Non, sincèrement, je suis en politique. Et en politique, il n'y a pas d'état d'âme. En politique, il ne faut pas être revanchard. Non, Cellou aujourd'hui, c'est mon meilleur ami. Sidia, c'est mon grand frère, tout le monde le sait. Donc c'est pas votre meilleur ami que vous nous... C'est pas la politique qui va nous séparer. Votre meilleur ami avec qui vous n'avez plus le même chemin. Depuis que vous avez quitté, il n'a jamais été question de votre retour au sein de l'opposition républicaine dirigée. Jamais. Parce que vous êtes... Aujourd'hui, est-ce que les conditions sont réunies? Est-ce que vous vous sentez du côté de... Aujourd'hui, le travail que nous faisons, c'est faire en sorte de créer une unité d'action de l'opposition. Si l'opposition ne se regroupe pas, nous allons faire le jeu du pouvoir. Donc moi, la mission que j'ai, c'est d'aller vers les leaders. Je les ai presque tous rencontrés. Et aujourd'hui, nous leur demandons de ne pas siéger. Nous leur demandons de se retirer des institutions. Nous leur demandons aujourd'hui de prendre leurs responsabilités. Parce qu'ils ne peuvent pas demain jouer les prolongations et demander au président Alpha Condé de ne pas en faire autant. Donc aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, au-delà de pouvoir descendre dans la rue ou créer des problèmes, c'est bloquer les institutions afin que ce gouvernement s'assoie avec nous, qu'on ait un chronogramme
pendant ce premier semestre 2019 et qu'on puisse avoir les élections l'année prochaine. Alors, c'est vrai que c'est la solution qui revient souvent, s'asseoir, échanger, trouver une solution. Là, c'est lorsqu'après, on n'a pas su respecter ce qui est dit dans nos textes de loi. Mais après, justement, il y a une crainte aujourd'hui qui émane de la population quand il s'agit de vous rencontrer, vous les politiques. Parce qu'on en sort toujours avec des accords qui vous arrangent, mais qui n'arrangent pas la population. Qu'est-ce que vous espérez avec cette situation? Ben nous, en tout cas, à la génération citoyenne, nous avons demandé cette unité d'action. Si elle n'a pas lieu, eh bien, nous nous rangerons. Quelles sont d'ailleurs les chances quand on sait qu'aujourd'hui, au niveau des leaders, c'est vrai que pour les législatives, ça peut encore être facile, mais pour la présidentielle, ça va être très compliqué. Il y a une guerre d'ego. Comment pensez-vous que cette opposition peut s'unir, ne serait-ce que pour les législatives qui s'annoncent? Il faut qu'on aille step by step. Aujourd'hui, la prochaine échéance, ce sont les législatives. Et donc, nous pouvons nous mettre ensemble afin d'avoir ces élections pendant ce premier semestre. Vous savez bien qu'il y a un nouveau bloc de l'opposition qui est en gestation. Si Sidya Touré et celui d'Alain Diallo, comment vous espérez qu'ils peuvent... il faut qu'ils sachent que l'adversaire, c'est le pouvoir. C'est pas entre nous. C'est pas entre opposants ou nous au sein de l'opposition. Un mot du nouveau bloc politique de l'opposition, convergence de l'opposition démocratique qui est en gestation avec Lansana Kouyaté et Sidya Touré. Est-ce que vous avez été contacté ou pas? Où est-ce que vous vous trouvez aujourd'hui? De quel bloc politique vous vous réclamez? Nous avons été contactés. Hier, nous avons envoyé un représentant, un observateur à la réunion de ce nouveau bloc. Nous leur disons que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est l'unité sacrée, comme du temps des forces vives, qui nous ont permis d'avoir des élections démocratiques. Si demain, cette opposition siège, elle perdra toute crédibilité vis-à-vis du peuple et l'opposition va se déliter. Et cet émiettement va faire le jeu du pouvoir. Nous, on n'a pas de camp. Est-ce que vous n'allez pas vous brûler les doigts? Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est l'unité d'action. Si on ne l'obtient pas, chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais il n'est pas question que la GSI aille à l'opposition républicaine ou à l'opposition démocratique. Je crois qu'il y a de la place encore pour une troisième voie, avec des gens comme Faya, Papa Koli, le modèle. Faya aussi qui a pris ses licences. Non, il n'est pas question qu'on soit des wagons. On veut être pas. Justement, ça va être très compliqué quand on sait qu'aujourd'hui on parle alternance, mais dès qu'on y va pour des présidentielles, par exemple, on voit plus ces grandes formations politiques que sont l'UFDG, l'UFR ou le RPG Arc-en-Ciel. À un moment, ne serait-ce que pour les présidentielles, on a entendu certains qui demandent à ce qu'il y ait, par exemple, possibilité pour les candidatures indépendantes et autres. Quelle est votre lecture? Comment pensez-vous qu'on peut donner aujourd'hui une grande chance à tous les Guinéens de pouvoir aspirer à ces fonctions? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout tourne, quand on parle politique, autour de ces grandes formations politiques. Vous savez, comme je le dis souvent, trop de politique tue la politique. On a les élections communales, communautaires sont par excellence les élections de proximité, des élections citoyennes que les politiques ont sabordées. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ira au bout de ces élections au vu de tout ce qui nous attend. Parce que le président Alpha Condé ayant compris qu'il ne pouvait pas tenter le diable avec un troisième mandat, donc il a joué la carte du pourrissement et du glissement. Aujourd'hui, si on ne prête pas attention, ces élections, jusqu'en fin 2019, on sera encore sur les communales et on risque on n'a même pas de date pour les législatives. Donc, c'est le jeu du pouvoir que nous sommes en train de faire. En ayant une unité sacrée, ça permet de poser des conditions. Bien. Quand vous êtes assez fort, vous pouvez vous imposer et c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Notre invité, M. Fodé Mohamed Souma, président de GSI, est avec nous dans ce studio. Allez-y, Moussa Moïse. La scène politique guinéenne ne vous a pas fait de cadeau depuis que vous êtes rentré au pays en 2010 pour participer à la présidentielle. Vous avez laissé un poste juteux du côté de l'Hexagone. Est-ce que avec autant de recul et tout ce chemin de croix que vous avez traversé, est-ce que vous vous dites j'aurais mieux fait de prendre ce salaire important que je percevais du côté de la France et que ce n'était pas le moment pour moi de m'engager? C'est vrai, vous avez raison de vous poser la question, mais je suis quelqu'un qui aime les challenges. Et lorsque je me suis lancé, il n'était plus question que je rebrousse chemin. C'est vrai, quand vous avez un salaire à 6 chiffres en euros annuels, vous réfléchissez avant de quitter. Quand vous êtes dans la première institution financière au monde, vous réfléchissez. Mais quand par-dessus tout, vous avez la Guinée, les Guinéens dans votre chair, dans votre âme, je crois qu'il n'y a pas photo. Donc aujourd'hui,
c'est vrai que c'est difficile parce que nous sommes les seuls à fonctionner en fonds propres, mais sincèrement, le challenge, le jeu vaut la chandelle. Bien. Se battre pour la Guinée et les Guinéens, je pense que c'est au-dessus de tout. Allez-y. Clairement, si cette velléité du président Alpha Condé se confirmait, même si je suis convaincu que c'est déjà clair à mes yeux, pour ce saut que eux ils appellent troisième penalty, par quel mécanisme réel on peut freiner cet élan? Est-ce par le Parlement ou par un sursaut national? Que faut-il faire? D'abord, les politiques. Si l'opposition se retire de toutes les institutions, ça discrédite totalement le régime du président Alpha Condé. Vous l'avez tenté une fois, cette expérience. Je l'ai tenté avec la CENI. Voilà. Oui, mais aujourd'hui... Vous l'avez tenté, mais ça n'a pas donné... Imaginez à l'époque, si tous les opposants avaient bloqué la CENI, on aurait eu des élections. Mais votre représentant n'a pas quitté, il n'avait pas quitté. Mais oui, aujourd'hui, ce que nous disons à nos amis... retirez-vous des institutions. Maintenant, si vous avez des réfractaires, des brebis galeuses, vous les éjectez de vos partis, ils ne représenteront mais un mot, ce qu'il dit est vrai. En plus, votre représentant à l'époque à la CENI, M. Souma, Charles-André Souma. Charles-André Souma, il n'avait pas quitté, il n'avait pas obéi. Oui, mais on l'avait sorti du parti. Il était là-bas à son nom. Il n'était plus le représentant de la justice. Vous voyez bien que l'argent a un énorme pouvoir dans ce pays. Oui, mais le patriotisme, attention les gars, il ne faut pas qu'on verse... Non, les partis politiques qui sont déjà au Parlement ne peuvent pas comme ça quitter le Parlement. Il y a 15 millions. Au-delà de tout, il y a 15 millions, il y a certains avantages. C'est plus que ça. Voilà. Mais il y a quand même la Guinée par-dessus tout. Mais ils vous diront qu'ils vont siéger à cause de la Guinée. Non. Le micro. Ils vous diront qu'ils vont siéger à cause de la Guinée pour ne pas permettre qu'ils gouvernent seuls. Vous savez, on prend les Guinéens pour des demeurés, mais sincèrement, nous qui sommes sur le terrain, on discute avec les gens. Aujourd'hui, la Guinée court 2 risques majeurs. Ça ne se voit pas encore, mais on le sent. C'est l'insurrection populaire. Les Guinéens en ont tellement marre, ils sont tellement fatigués, ils sont tellement à bout que demain, celui qui va dire demain Wonkeli, tout le monde va suivre. Ça, c'est un. Le second problème, ça peut être une transition militaire. Parce que aucune institution ne fonctionnant, s'il y a des problèmes demain, c'est les militaires qui viendront mettre tout le monde d'accord. Et ce serait vraiment une décrue de notre démocratie que de retomber encore dans les travers pareils. Donc, moi, je dis, il y a le patriotisme, il y a l'esprit citoyen, il y a aussi le réveil des consciences qui va se manifester dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir. Il n'est plus question qu'on laisse quelques personnes prendre ce pays en otage, en faire ce qu'ils veulent, garder les enfants 3 mois à la maison, sacrifier l'éducation. Regardez la première partie de votre émission, l'impunité à ciel ouvert, la corruption, la gabegie. Je vous dis, on arrive à un moment où les Guinéens vont se lever et vous serez surpris. À l'instar du Burkina, un peuple qu'on disait apathique, amorphe, ils se sont réveillés. En 24 heures, l'homme le plus puissant d'Afrique est parti. Les Guinéens vont se réveiller parce que trop, c'est trop, on n'en peut plus. Bien, allez-y. Vous vivez aussi en France. Voilà, le président Alpha Condé y a passé le plus clair de son temps. Il avait, j'ai pas envie de dire meilleur discours, mais c'était entre autres les mêmes lignes qui s'échappaient chaque fois de sa réflexion. On vous entend aujourd'hui, c'est bien beau, lui il n'est pas comme les autres, il va revenir. Mais voyez, même dans le contexte guinéen, celui qui portait la voix de l'opposition et qui critiquait la gabégie, qui critiquait le vol, tout ce que vous savez, aujourd'hui c'est le porte-parole du gouvernement, vous savez. Monsieur Aboubacar Silla. Alors, moi j'ai envie de dire, est-ce que tout ceci ne relève pas du rêve? Les mêmes qui savent qu'en allant siéger à l'Assemblée nationale, ils perdent l'argument nécessaire pour s'opposer à un glissement de calendrier, éventuellement pour la présidentielle à venir, ils le savent pertinemment, mais ils ont décidé quand même d'aller à l'Assemblée nationale. Tout ce que vous dites, ils le savent déjà. Quel espoir qu'il puisse y avoir une opposition
si le président de la République en venait à dire, écoutez, modifions la Constitution. Je vous assure. Au-delà du patriotisme, parce que patriotisme, moi je l'ai entendu depuis petit. C'est galvaudé, c'est un mot galvaudé, mais je vous dis, aujourd'hui les Guinéens sont à bout. Quand vous discutez avec les gens, même les femmes qu'on dit analphabètes, vous vous imaginez que les gens en ont ras-le-bol. Donc demain, si le président Alpha Condé tente le diable, ben ce sera à ses dépens. Moi je souhaite... Vous ne pensez pas que il n'a pas posé les jalons pour entrer dans l'histoire, et bien qu'il sorte par Vous ne pensez pas que tous les ingrédients, tous les jalons, les signaux avant-coureurs sont aujourd'hui perceptibles en ce qui concerne ce projet de 3e mandat? Le 3e mandat pour moi c'est du leurre. C'est clignoter à gauche pour prendre une autre direction. Le président sait que si demain il déclare le lundi, je veux un 3e mandat, le mardi, son pouvoir disparaît. Il le sait. Et donc, il ne veut pas tenter le diable. Donc, il va jouer le glissement. Et le glissement, il est en train de l'obtenir. Est-ce qu'on n'est même pas dans ce glissement, justement? On peut encore le freiner. Si on a les élections durant le premier semestre 2019... C'est possible, vous pensez? Ce n'est pas possible. Vous avez écouté Etienne Soropogui, l'ex-directeur des opérations de la CENI, qui a dit que dans le meilleur des cas, on aura ces élections législatives en fin d'année 2019. Non, moi je pense qu'en 6 mois, si en tout cas la CENI veut organiser les élections avec une dotation de l'État, en 6 mois on peut. Parce que pour réviser le fichier, cette fois-ci, on ne va pas perdre du temps. On demandera aux Guinéens de repasser devant la machine. Vous avez dit avec une dotation budgétaire de l'État. Vous ne pensez pas que l'État pourrait jouer également sur ce registre? Donc s'il y a une vraie volonté... La Guinée s'est enrichie, alors que ces populations s'appauvrissent. La Guinée s'est enrichie. Qu'on arrête de nous dire qu'il n'y a pas d'argent. Tous les jours, vous dénoncez. Aujourd'hui, on ne parle même plus en millions ou en milliards de francs guinéens. On parle en millions de dollars. Le pays s'est enrichi. Eh bien, il faut aujourd'hui que les Guinéens aillent vers une attitude citoyenne, pas agressive, citoyenne, responsable, pour qu'on exige des comptes au niveau de la répartition de cette richesse. C'est possible si tout le monde s'accorde. Si maintenant c'est par repli identitaire, par communauté, etc., ben on continuera à tourner en rond. La Guinée s'est enrichie peut-être à partir de textes. C'est pas l'impression que j'ai quand notre budget national est encore supporté à 60% par l'aide extérieure. Pour le développement. Alors, c'est quoi l'expression? C'est quoi l'expression matérielle de cet enrichissement dont vous parlez? Non, c'est-à-dire, je vous donne un exemple. Un État, l'équilibre qu'un État doit jouer, c'est entre ses dépenses et ses recettes, le budget. D'abord, regardez un peu le train de vie de l'État. C'est scandaleux dans ce pays. Un pays pauvre comme la Guinée, c'est scandaleux. Vous ne pouvez pas imaginer, aujourd'hui, vous avez vu le budget de la présidence. Le président Alpha Condé, son budget est de 140 000 € par jour. Et c'est cette assemblée que nous avons payé 5 ans à ne rien faire qu'il a voté. Vous vous imaginez un président d'un pays pauvre, 140 000 € par jour. Deuxièmement, la Guinée n'a pas besoin de... Bien sûr, la Guinée n'a pas besoin de 20 ministres. La Guinée n'a pas besoin de certaines institutions. Demandez aux Guinéens, à quoi sert le Conseil économique et social? La HAC, si ce n'est pas pour taper sur vous. Mais ce sont des institutions. Vous les mettez à la retraite. Vous organisez l'État. On met quoi à la retraite? Non. Mais ce sont des institutions dont on n'a pas besoin. Au Sénégal, Macky Sall l'a fait. Non. Le Sénat. Le Sénat n'a pas besoin du Conseil. Mais il en parle, lui. Il y a des institutions. Ne coûte même pas trop cher. Il y a des institutions dont on n'a pas besoin. On s'en sépare. C'est des centaines de milliards que l'État peut capitaliser, qui peut lui permettre de réaffecter dans certains domaines. Ce sont des institutions constitutionnelles par ailleurs. Il faut le savoir. Elles sont constitutionnelles. Donc on est obligé de les avoir, à moins bien sûr d'accepter qu'il y ait révision constitutionnelle, celle que demande le président de la République. Mais moi je suis pour une révision après le mandat du président Alpha. Mais moi je suis. Mais ça veut dire non, parce que même si vous le faites. Mais le souci c'est que si c'est fait, cet autre qui va venir lui va bénéficier. Non. Moi quand je parle de révision, c'est par exemple, nous, on a un projet
qu'on veut soumettre si on est à l'Assemblée, les septennats uniques non reconductibles. Je parle aussi des institutions qui ne servent à rien, dont on n'a pas. Donc moi c'est dans ce sens. Mais c'est pas pour vraiment maquiller des velléités sous-tendues. Notre invité, M. Fodé Mohamed Souma, président de GC, ne reste pas grand temps. 2 dernières questions, allez-y. Entre autres des propositions, mais quand on prend justement la gestion du pays, on a l'impression qu'on peut faire des économies un peu partout. Et puis il y a cette volonté qu'affiche le Premier ministre de lutter contre la corruption. Quelle est votre lecture de ce qu'il a déjà fait? Est-ce que vous y croyez sincèrement? Non, c'est cosmétique. Lorsque vous voulez vous engager à la corruption, c'est un pan. D'abord, ça commence par le sommet. Je veux parler des audits indépendants, parce que ce pays, tout est tracé. Ceux qui croient que l'impunité continuera à régner, non, tout est tracé. Donc, au niveau du sommet de l'État et au niveau de la base. Dans un pays normal, vous n'osez même pas mettre la main à la poche face à un policier. C'est-à-dire qu'il faut des symboles forts qui montrent que vous voulez combattre la corruption. Si c'est le cas, eh bien, le pays va avancer et puis les populations vont suivre. Mais ce qui se passe aujourd'hui, Mafoudia, c'est une campagne cosmétique, parce que quand vous comptez le nombre de régies financières, on ne parle que de 3. Non, c'est un scandale. Monsieur Souma, on vous a déjà demandé quel est votre bord. Moi, j'ai envie de demander quelle est la taille de la génération citoyenne, avec 2 tentatives à des élections qui n'ont rien donné. Est-ce que votre parti politique peut être classé dans le groupe des partis moyens, grands ou petits? Mais sincèrement, si on a été à la présidentielle en 2010, c'est qu'on y croyait. Parce que à l'époque, on vendait un projet pour développer le pays. Bien. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire, il n'y a pas un secteur de Conakry, pas de quartier, secteur où nous ne sommes pas. Il n'y a pas de préfecture et de sous-préfecture où n'existe pas. Nous avons des fédérations à l'étranger. Vous savez, c'est le discours qu'on avait contre Faya. Il a un parti cosmétique, il est la 4e fois. Eh bien, vous serez surpris des résultats de la GECI lors de la prochaine. Notre invité, M. Fodé Mohamed Souma, donc de la GECI. Dernière ligne droite. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Merci de l'attention. Ça n'est terminé pour cette semaine. On remet ça lundi avec le retour aux commandes du Turbo. Portez-vous bien. Au revoir et bon week-end.